Bienvenue dans Multifocus, le podcast qui fait le point sur vos écrans. Bonjour amis poditeurs, bienvenue sur ce nouveau numéro de Multifocus, le Multifocus 13.1. Et oui, on reprend les noms avec des virgules. Alors on va vous expliquer un petit peu le concept de cette nouvelle émission. On a voulu faire un nouveau format d'émission, plus court, avec de nouvelles rubriques, mais rattachées à notre thème du mois. Alors là, par exemple, ce mois-ci, ce mois de février 2018, on le consacre au grand réalisateur Guillermo del Toro. Donc, cette première émission, ce point 1, va être sur un film de Guillermo del Toro, pas un film d'actualité, mais justement revenir un petit peu sur sa carrière pour rester dans le thème. Voilà. Alors, je vous fais un petit peu le sommaire. Donc, je suis accompagné, bien évidemment, de mon camarade Chapeau. Salut Chapeau. Salut tout le monde, et salut le doc. Et salut. Donc je vous fais un petit sommaire rapide pour vous montrer un petit peu les évolutions de notre podcast. On va avoir en premier une partie news. Ça nous avait été réclamé et puis on a réfléchi, on s'est dit mais il va falloir qu'on fasse des émissions un petit peu plus rapprochées. Donc on va essayer, on va tenter le coup. Après tout, qui ne tente rien n'a rien, puis ça nous éclate aussi. Donc on va faire une partie news, donc quelques petites news et rumeurs. Ensuite, on va faire un focus sur donc un film de Guillermo del Toro. Là, personnellement, j'ai choisi de faire sur Le Labyrinthe de Pan, un film emblématique de notre ami Guillermo, parce qu'on l'appelle Guillermo entre nous, il nous a appelé la semaine dernière. Et puis ensuite, Chapeau fera un micro-focus, je sais pas comment on va appeler ça, le dico de Chapeau. Le dico-focus. Le dico-focus, pourquoi pas, on va voir. Pour les noms, on n'est pas encore super au point, donc soyez indulgents, merci. Donc il reviendra sur une notion cinématographique ou un métier, ou voilà, pour expliquer un petit peu plus, aller un petit peu plus avant sur certaines notions, voilà, qui peuvent être un petit peu obscures pour certains d'entre vous. Eh ben, c'est parti. Est-ce que tu es prêt, Chapeau ? Je suis prêt. Eh ben, allons-y, lançons la partie news. Alors, pour la partie news, on va commencer par... Alors, je crois que tu voulais commencer, Chapeau. Ouais, une petite info là pour les geeks, qui est super. On apprend la confirmation. Donc pour ceux qui ne le savaient pas et pour ceux qui en avaient entendu parler, c'est confirmé. Nintendo confirme que le film Mario va sortir au cinéma. Ouais. Il est bien confirmé, on l'attend, et ceux qui sont en charge du film, ce seront Illumination MacGuff, ceux qui ont fait Moi Moche et Méchant, Les Mignons et tout ça. Voilà, studio français à la base. Studio français, tout à fait, à la base. En plus, Cocorico, youpi. Ouais. Très bien. Déjà que Nintendo avait fait une collaboration avec Ubisoft. Oui. Pour les jeux. Tout à fait. Alors on espère évidemment que ce sera bien mieux que l'adaptation de 1993, puisque ce sera un film d'animation et non pas un film un live action. Live action. Donc on l'attend quand même avec impatience. Oui, parce avec que beaucoup de peur, mais avec beaucoup d'impatience. Je pense qu'il pourra pas être aussi mauvais que celui avec Bob Hoskins. Mon Dieu, oubliez tout de suite cette bouse. Voilà. Bon, merci pour cette news. Mais de rien. Alors moi je vais continuer un petit peu là au mois de février 2018, on est en plein milieu de la guerre des cérémonies. On avait fait d'ailleurs l'année dernière à la même date, au même mois, au mois de février, on avait fait tout un numéro sur justement les Césars et les Oscars. Là on va s'en approcher peut-être, on vous mettra justement dans les news un petit peu deux, trois petites news justement sur les différents BAFTA, Golden Globes, Sundance, etc. On vous balancera des petites infos là-dessus.
même si ces cérémonies sont déjà passées, mais on attend les Oscars pour le 4 mars prochain. Donc on vous fera bien évidemment un résumé de tout ça. Mais là, moi, je voudrais revenir sur les Français qui sont en lice pour, qui sont nommés aux Oscars, parce que oui, il y en a, monsieur, et pas des moindres. Alors, par exemple, il y a le compositeur de musique Alexandre Desplat, qui avait fait pas mal de musique. Il avait déjà eu d'ailleurs un Golden Globe pour le Voile des Illusions, et puis il avait eu un Oscar pour Grand Budapest Hotel, un de mes films préférés. Mais là, il concourt pour La Forme de l'eau. Ah bah ça tombe bien, de Guillermo del Toro, dont on va vous parler dans la grosse émission à la fin du mois. Dans les Français, alors il y a aussi, dans la catégorie meilleur film documentaire, il y a Madame, parce que là, il faut l'appeler Madame Agnès Varda quand même, grande documentariste, qui, avec aussi un artiste, un street artiste qui s'appelle JR. Personnellement, je ne le connais pas, je ne sais pas ce qu'il fait, ce garçon. Okay. Par contre, je connais bien Agnès Varda, Les Glaneuses, entre autres. Donc voilà, elle est en lice pour le meilleur documentaire. Au niveau des Français encore, donc toujours... alors là, Bruno Delbonnel, directeur de la photo, qui avait déjà eu un César pour cette fois-ci pour Un long dimanche de fiançailles, mais là c'est pour le film que l'on a critiqué le mois dernier, Les Heures sombres. C'est un Français qui a fait la photo. Donc justement, tu nous expliqueras plus tard, enfin tout à l'heure à la fin de l'émission, à la fin de notre première émission, de celle-ci justement, je bafouille. Qu'est-ce que c'est qu'un directeur photo ? À quoi ça sert ? Tout à fait. On a aussi un franco-libanais, un réalisateur franco-libanais qui s'appelle Ziad Doueiri. Donc pour le film L'Insulte, un long métrage. Et on a un jeune franco-américain qui s'appelle Timothée Chalamet pour le film, ça y est, j'ai paumé. Voilà, pour le drame meilleur acteur, pour le drame Call Me By Your Name, de l'italien Luca Guadagnino. Voilà, il a 22 ans, donc on leur souhaite plein de chance pour ces Oscars. Et petite chose encore, il y a pour le meilleur court-métrage d'animation, eh bien, il y a des étudiants d'une école arlésienne, donc de Arles, d'où son nom, qui ont fait un court-métrage Garden Party et qui est nommé aux Oscars, s'il vous plaît. Voilà, donc on vous tiendra au courant de tout ça. Voilà pour ma news sur les Oscars. Chapeau, tu veux nous parler de quoi d'autre comme news ? Eh bien, moi, je vais vous parler du prochain film, d'un des prochains films du grand Steven Spielberg. Oula. Qui a décidé, un pari fou, de faire un remake de West Side Story. Non. Si. Mon Dieu. West Side Story, alors j'ai du mal à le prononcer, certes, mais rappelez-vous, c'était une comédie musicale sortie en 1961, un film de Robert Wise et Jérôme Robbins. Qui a marqué les esprits. Et donc Steven Spielberg s'est lancé dans le remake de ce film culte. Oui, culte. Les musiques... Beaucoup de musiques nous sont familières. Maria, oula, je vais pas me lancer dans la chanson. Voilà donc pour les news. D'autres, voilà. Et comment on l'a su alors on l'a su parce que tout simplement il y a eu déjà une demande de casting pour le film. D'accord, il y a une demande de casting a déjà été faite. D'accord, donc on peut éventuellement se lancer dans le casting de West Side Story ? Tout à fait, et on peut spéculer sur le casting qu'il y aura. Ok, eh ben parfait. Merci pour ces news. Voilà, donc on vous a fait trois news. On ne sait pas si on en fera un peu plus, un peu moins, si on les raccourcira, on verra. On ajustera tout ça en fonction des émissions. Et bien évidemment, de vos retours, n'hésitez pas à nous faire des commentaires. Je vous ferai un petit résumé de tout ça tout à l'heure à la fin de l'émission. Alors on va passer maintenant au focus sur le film de Guillermo del Toro. Donc,
donc le focus sur Le Labyrinthe de Pan, donc film de Guillermo del Toro, bien évidemment, un des plus emblématiques, enfin en tout cas quand on évoque Guillermo del Toro, c'est un de ceux qui vient en premier dans la liste de notre mémoire. Film de 2006. Avec entre autres dans les rôles principaux, nous avons Sergi Lopez, que certains connaissent, Harry, un ami qui vous veut du bien. Si vous connaissez si vous avez vu le film, je crois, de Dominique Moll, si je ne dis pas de bêtises. Avec aussi Doug Jones. Alors, on reviendra sur Doug Jones, je pense, dans la grosse émission en fin de mois, parce que c'est une personne dont personne connaît le visage, mais tout le monde l'a vu. Doug Jones. Ça fait le lien en plus avec notre focus de la dernière fois sur la transformation des acteurs pour certains rôles, puisque lui fait en général des rôles où il est dans un costume avec un masque, etc. Enfin voilà, on y reviendra un peu plus loin. Et puis dans la grosse émission en fin de mois, comme je vous le disais. Alors le titre original, je voudrais revenir juste sur le titre original qui s'appelle El Labirinto del Fauno. Alors Del Fauno, alors ok, pas del phonographe, c'est rien à voir, mais c'est un faune. Donc la traduction française et la traduction américaine d'ailleurs sont fausses parce que un des personnages principaux n'est pas le dieu Pan. Alors je vous fais le rapide synopsis de ce film. Si vous ne l'avez pas vu ou si vous l'avez vu, ça vous rafraîchira un petit peu la mémoire. Donc ça se passe en Espagne en 1944. On est à la fin de la guerre. On est sous Franco, bien évidemment, en Espagne. Et on a une petite fillette qui s'appelle Ophélia, qui a du mal à accepter son nouveau beau-père, qui est un capitaine franquiste et tyrannique, interprété par Sergi Lopez. Et elle découvre près de la grande maison familiale où sa mère l'emmène pour rejoindre donc ce fameux beau-père. Elle découvre un mystérieux labyrinthe. Et dans ce labyrinthe, il y a un faune. Donc un faune, bien évidemment, le dieu Pan, des pattes de chèvre, des cornes de chèvre plus ou moins, et puis un corps d'homme. Donc c'est le gardien des lieux. Qui est une espèce de créature magique qui va lui révéler que cette fillette, donc il va parler à Ophélia et il va lui dire que en fait c'est une princesse disparue d'un royaume enchanté. Alors cette petite Ophélia aime beaucoup lire, elle est à fond de contes de fées et du coup voilà. J'y reviendrai plus loin. Et donc afin de découvrir la vérité, Ophélia va devoir affronter 3 épreuves afin de retrouver son royaume et donc de vivre dans le bonheur, avec son père, sa mère, puisque son père, on ne sait pas où il est mort, soi-disant, voilà. Elle n'est qu'avec sa mère, donc elle va se préparer à affronter ces 3 dangereuses épreuves. Voilà pour le synopsis. Alors, je vais parler déjà d'un point de vue un peu un peu technique. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait de très très belles images. Donc, on reviendra par rapport au directeur photo qui est Guillermo Navarro. Guillermo Navarro. Je vais dire Navarro, mais rien à voir. Guillermo Navarro. Donc de belles images, des beaux cadrages. Alors il y a un truc chez Guillermo del Toro, et là particulièrement dans le labyrinthe de Pan, c'est que ces caméras, quasiment toutes ces caméras sont toujours en mouvement. Des mouvements, des petits travelling, des petits panoramiques, des petits mouvements de caméra, mais pas saccadés, très doux. Et du coup, ça donne une vraie dynamique au film, sans être agressif comme certains films d'action. Et on a des caméras qui peuvent comme ça justement être assez aériennes pour tous les moments qui sont justement dans le monde imaginaire ou soi-disant imaginaire.
Alors justement, il y a des réelles ambiances qui ont été faites au niveau de la lumière, des couleurs, etc., pour distinguer le monde réel, donc avec beaucoup de couleurs froides, des bleus, des verts, des gris, et puis alors qu'on a des couleurs chaudes, des orangés, des rouges, des roses, des jaunes, pour tout ce qui est le monde imaginaire, le monde féerique. Et justement par rapport à ce monde féerique, par rapport à ces épreuves, j'ai trouvé qu'il y avait, alors beaucoup l'ont comparé avec des choses comme des réalisateurs tels que Tim Burton ou des réalisateurs comme ça, mais moi je trouve qu'il y a plus des studios de Ghibli, de Miyazaki, etc., le château dans le ciel, etc., les dessins animés japonais, il y avait une esthétique comme ça, des idées plus à la Ghibli. Je pense notamment au gros crapaud qui est dans le creux de l'arbre, qui est une des épreuves. Je vais essayer de pas trop spoiler si vous l'avez pas vu. Le fameux croque-mitaine qui a les yeux dans les mains, bon ça tout le monde a vu l'image, mais voilà cette espèce d'ogre un peu, mais qui ressemble pas à un ogre du tout, qui est une autre vision de l'ogre. Et je trouve qu'il y a justement là-dedans du visuel à la Ghibli, la mandragore, etc. Le livre qui se révèle magiquement, les pierres, etc. Enfin, voilà, il y a du Ghibli là-dedans, donc du coup il y a de la magie, il y a un truc incroyable. Le design du faune, justement, on parlait du faune, il y a très peu d'images de synthèse de création, en tout cas en 3D, d'animation. Le film est de 2006 quand même, mais tout le faune en fait était vraiment articulé et c'était un acteur qui était dans un truc articulé. Je trouve que le design du faune, justement, a ceci de particulier. Déjà, il est entre la chair et le végétal, et puis on n'arrive pas, moi j'arrivais pas à savoir en le regardant s'il était gentil ou méchant. C'est-à-dire qu'il est vraiment entre les deux et justement il joue là-dessus pendant toute l'histoire, ces épreuves, est-ce qu'elles sont bénéfiques ou maléfiques pour Ophélia? Et le faune a ça dans le design, dans ses yeux, des fois il va être, on va se dire mais il l'envoie au tas, la petite, et des fois on se plaît à dire qu'il est bienveillant, quoi. Donc justement le design du faune est juste parfait pour ça, ses cornes juste suffisamment pointues pour être agressives, mais en même temps très rondes quand même. Donc on a vraiment ce paradoxe là-dedans dans le faune. Alors, je parlais des effets visuels. J'ai trouvé par contre que ça avait mal vieilli. Tout ce qui est intégration compositing, intégration de décors derrière, etc., en fond vert, etc. Moi, j'ai trouvé que là, le film avait vraiment mal vieilli et que c'était un peu moche. Et d'où l'avantage aussi des maquillages et des prothèses et des animatronics, c'est que si c'est bien fait, ça ne vieillit pas. Et là, c'est très bien fait, justement, tout ce qui est animatronique, en tout cas, là, j'ai les images sous les yeux, et ça n'a pas vieilli, c'est vraiment cool. Le faune, peut-être un peu plus, mais le monstre, effectivement, l'espèce de croque-mitaine, il fait toujours aussi flipper, quoi. Oui, c'est vrai que c'est une scène qui est très flippante. Et en plus, le truc assez dingue, c'est que ce croque-mitaine n'émet aucun son, ou quasiment pas. Enfin, je crois que même pas il grogne, mais il fait flipper, alors que c'est un rôle muet totalement, juste dans les attitudes, dans les cadrages, dans la manière de filmer, dans la musique, etc. Il y a des choses incroyables. Justement, dans la musique, elle est vraiment parfaite pour le film. C'est des variations sur un thème très féerique, très enfantin, presque une berceuse. On a l'impression d'entendre une berceuse, mais qui est avec toutes les variations sur le thème de cette berceuse, tantôt agressive, tantôt très mignonne, très sympa. Donc du coup, voilà, ça donne une musique féerique légère, mais qui peut être intense aussi.
Donc ça, moi j'ai trouvé que c'était vraiment réussi sur ce point de vue-là et que tout se coordonnait vraiment très bien. Il y a... Alors bien sûr, si on analyse le film, on a vraiment du côté Alice au pays des merveilles, avec le faune qui peut être un peu le lapin blanc qui va l'emmener dans le monde imaginaire. Et puis, on a toujours des passages de portes, comme dans Alice au pays des merveilles, où elle va passer une porte, elle va rentrer dans un terrier, elle va... voilà, là c'est pareil, dans le labyrinthe de Pan. Et puis voilà, donc on a cette image un peu en tête, ce Alice au pays des merveilles en filigrane, mais pas que. Il y a vraiment du conte. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était un conte pour adultes. C'est, je pense, pour moi, la meilleure définition pour classer le film. C'est pas un film. Un conte tout court en fait, ouais. Parce qu'un conte en général, à part ceux de Disney qui ont tout remasterisé façon mignon. C'est vrai. Mais en vrai, un conte, c'est effectivement destiné aux adultes ou en tout cas aux enfants pour leur faire peur, justement. Oui, pour les faire rentrer dans un monde d'adultes. Voilà, ouais. C'est ça. Ouais, non, t'as tout à fait raison. Oui, c'est un conte. Mais bon, il y a quand même des trucs qui sont un peu... moi, je le montrerai pas à mes enfants quand même. Il y a des trucs qui sont un peu hardcore quand même. Au Moyen-Âge, on montrait ça à nos enfants. Ça les choquait pas plus. Alors, je te rappelle... C'était une autre époque. Voilà. On n'est plus au Moyen-Âge, pardon, excuse-moi. On me dit à l'oreillette qu'on n'est plus au Moyen-Âge, c'est vrai. Je crois qu'on a passé quelques Non, effectivement, je ne montrerai pas ça à des enfants de moins de 48 ans. Non, mais je pense à partir de 10 ans, 12 ans, je pense. 12 ans, entrée collège, quoi. Ouais. T'es au collège, c'est bon, tu peux regarder. Non, mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a la relation avec la guerre et le franquisme, où justement ce parallèle avec la réalité à chaque fois, il y a d'un côté la guerre et la relation entre Ophélia et Vidal, son beau-père, tyrannique, qui l'accepte pas du tout, et sa mère est enceinte de lui, et du coup, lui, il ne voit que son futur enfant, qui en plus est un garçon, donc voilà, tout le côté militaire, perpétuation de père en fils. Moi, homme. Et puis aussi le côté trouver un foyer, parce qu'elle est avec la guerre, etc. Elle est balancée, elle est baladée de foyer, enfin d'endroit en endroit. On lui dit que c'est sa nouvelle maison, mais elle ne s'y sent pas forcément bien. C'est-à-dire que c'est un foyer militaire en plus. Donc en plus, c'est un camp militaire. Elle est ok dans sa nouvelle maison, mais elle est pas toute seule. Il y a d'autres militaires, donc non, on peut pas se sentir à la maison, quoi. Voilà, donc il y a cette dure réalité face au monde imaginaire où il y a le refuge dans un monde imaginaire, même s'il est agressif, mais il est justement mis en parallèle avec l'agression qu'elle vit dans le monde réel, mais comme si le monde imaginaire était, même s'il est agressif, il est agressif à un niveau d'enfant. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Moi, j'ai compris après. Mais voilà, pour voir la cruauté de la guerre, la cruauté d'un beau-père tyrannique, et la cruauté la cruauté de la vie, comme la vie peut être cruelle. C'est se réfugier effectivement dans un monde imaginaire, mais pas tout rose non plus. Comme si elle n'avait jamais vécu quelque chose d'heureux, en fait. Elle se fait son imaginaire à elle, mais elle n'arrivera pas à imaginer quelque chose plus beau encore. Parce que pour elle, ça n'existe pas. On est dans un temps de guerre et il peut pas y avoir plus beau que ce monde-là. Et puis dans les contes, quand on étudie un peu les contes, d'ailleurs je vous conseille la lecture du bouquin Psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim, si vous ne l'avez pas lu. C'est un très très bon bouquin qui justement analyse les contes, et on voit que dans les contes il y a souvent cette notion de guerre, c'est des pays en guerre, il y a la famine, il y a le terrain des contes n'est pas forcément un terrain youpi tralala bisounours arc-en-ciel, mais les épreuves qu'il y a dans les contes, en général justement qui sont au nombre de 3, vont permettre d'avoir une résolution bénéfique, et on va arriver au bonheur suprême et justement bisounours, arc-en-ciel et licorne. Et là justement on est là-dedans, on est exactement là-dedans.
Donc elle a ce chemin initiatique à faire pour bâtir une stabilité familiale, une stabilité familiale pour retrouver son royaume, donc un lieu où vivre avec ses parents, son vrai père, sa vraie mère, et pas cette espèce de connard de colonel, général, capitaine casse-bonbon, et absolument ignoble, très bien interprété par Sergi Lopez. Donc justement, voilà, ce parallèle est vraiment très bien fait, et c'est... Ouais, on est complètement dans un conte, quoi. Et puis, j'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment un monde imaginaire ? La question reste posée quand même par rapport au fait que est-ce que vraiment ce monde imaginaire est imaginaire ou est-ce qu'il est vraiment réel ? Est-ce que ce monde ne peut pas être vu que par les enfants ? Puisque à la fin, finalement, Ophélia... je vais dévoiler... Attention, spoiler, si vous avancez de 30 secondes, si vous ne voulez pas que je vous dévoile la fin. Mais à la fin, elle est avec son père, elle est dans son royaume, alors qu'elle meurt, mais est-ce qu'elle meurt vraiment ? C'est la question qu'on peut se poser. J'ai lu une interview de Del Toro justement qui dit non, la fin est réelle. Elle est vraiment retournée dans son royaume. C'était vraiment une princesse. Pour lui, pour Del Toro, c'est vraiment une princesse qui a fait ses épreuves, que pour lui tout était réel dans ce film. Donc la question reste en suspens. Après, chacun voit midi à sa porte, j'ai envie de dire. D'un certain côté, si le réalisateur dit ça, en général, c'est que c'est vrai. Ouais, mais c'est sa vision. Après, voilà. Oui, c'est pas forcément celle du scénariste, c'est vrai. C'est lui le scénariste aussi. Il est scénariste. Bon. Mais après, c'est à chacun. Mais voilà, c'est à chacun aussi d'interpréter. Oui, c'est ça, moi, que je trouve excellent dans ce film, c'est que c'est justement un sujet de débat, à savoir si êtes-vous une personne pessimiste ou optimiste ? C'est ça, c'est un test psycho pour savoir si tu vas te pendre ou pas. Mais un peu comme Alice au Pays des Merveilles, un peu comme pas mal de contes finalement. Oui. Voilà. Donc donc j'espère que je vous ai donné envie de voir le film. En tout cas, ou de le revoir, parce que c'est vraiment un film... Enfin, moi, c'est un film qui m'a vraiment touché, qui m'a vraiment ému, même s'il est cru par certains côtés, même s'il est... ouais, vraiment, vraiment dur, vraiment par certains côtés, mais aussi beau qu'un Ghibli. Je refais le parallèle encore avec Ghibli. Je repense à ça, comme le voyage de Chihiro, comme ce genre de film. Mon voisin Totoro aussi, ou est-ce que c'est que les enfants qui voient Totoro, les comment ça s'appelle, les petites bêtes noires, j'ai paumé le nom. Les noiraudes. Les noiraudes, j'allais dire les charbonnaudes, rien à voir. Les noiraudes, voilà. On est dans cet univers-là, quoi. Voilà, donc pour cette petite review, on pourra en débattre pendant encore, enfin, en parler pendant 2h30, mais voilà, pour essayer de faire un petit résumé de ce labyrinthe de Pan, donc El Labirinto del Fauno, donc le faune, pour ce premier multifocus, ce premier multifocus en rapport avec Guillermo del Toro. Chapeau, tu veux nous faire un petit, pour terminer cette émission, nous faire un petit micro-focus dont tu as le secret. Oui. On t'écoute. Eh bien, moi, je vais tout simplement présenter un métier ou un terme technique. Un terme technique, parce que c'est vrai que quand vous allez au cinéma et que vous voyez sur le générique des trucs marqués, pour ceux qui restent évidemment, c'est pas toujours facile de comprendre. Donc je vais vous expliquer et je vais commencer justement par le directeur de la photographie. Personne très importante. Personne extrêmement importante. En fait, c'est lui qui fait tout le film. Non, j'irai pas jusque-là, mais tout le visuel est fait par le directeur photo.
En gros, c'est le concepteur de l'image, tout simplement. C'est lui qui va faire tout l'esthétique, notamment de l'éclairage, du cadrage. Il collabore avec tous les techniciens qu'il peut y avoir sur le plateau, donc les électriciens, les éclairagistes. Il se sert de tous les éléments du décor aussi. Il va les placer lui comme il veut pour créer un style, pour que ça fonctionne dans l'image, avec des codes très précis. Donner une ambiance. Donner une ambiance, dire quelque chose dans l'image. C'est lui qui fait tout ça. Qui fait vraiment tout ça. Il chapeaute son truc, quoi. Il fait vraiment l'image de A à Z. Alors, en collaboration avec le réalisateur. Le réalisateur, évidemment, parce que il faut pas qu'il s'éloigne non plus de ce que le réalisateur a envie. Mais du coup, on a, par exemple, des réalisateurs qui ont leur directeur de la photographie, ou director of photography en anglais, comme Guillermo del Toro, qui travaille souvent avec Guillermo Navarro. Deux Guillermo. Voilà, les deux Guillermo potes. Poto. Del Poto. Guillermo del Poto. Tout à fait. On a Wes Anderson aussi, qui travaille pas mal avec Robert David Yeoman. Ouais. Ça, c'est pour les réalisateurs avec leur directeur photo fétiche, un peu comme leurs acteurs fétiches. Oui, puis c'est marquant, enfin, chez Wes Anderson. Et oui, c'est marquant parce qu'il a un univers tellement riche et tellement déjanté. Oui. Voilà. Bien barré. Voilà. Je vais citer trois directeurs photo qui ont marqué l'histoire du cinéma, à savoir Roger Deakins, qui a travaillé très récemment sur Blade Runner 2049. Ouais. Et Fargo, par exemple. Des frères Cohen. Ouais. Magnifique. Et je crois que même il a fait Brother. 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 Je crois pareil, que c'est lui des aussi. frères Cohen, ouais. Des frères Cohen. Et il a travaillé sur un film d'animation de Pixar, Wall-E. Un des plus réussis, en plus. On a Bruno Delbonnel, dont tu parlais tout à l'heure, qui a réalisé Les Heures Sombres. Et peut-être ça parlera à plus de gens, mais Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Voilà. Également. Et on a Emmanuel Lubezki, je ne sais pas s'il est espagnol ou russe du coup, qui a travaillé sur The Revenant, avec Leonardo DiCaprio du coup, qui était magnifique, très, très beau décor, et Gravity. Très beau décor aussi. S'il vous plaît. C'est pas rien. Ce n'est pas rien. C'est pas rien. Moi, je sais que j'en ai un que j'aime bien aussi, c'est Darius Khondji, qui a fait pas mal de choses. Alors, bien évidemment, je n'ai pas de référence. Voilà, je vais les trouver. Youpi, merci beaucoup. Merci beaucoup à Internet. Alors, Darius Khondji. Ouais, Darius Khondji, il a travaillé sur pléthore de films. Mais par exemple, Panic Room de David Fincher. Seven aussi. Lost City of Z. Et le dernier, un des films de Netflix dont on avait déjà parlé, Okja. Et Alien, la résurrection aussi. Alien, la résurrection, ouais. Et c'est lui qui avait fait aussi qui avait travaillé avec Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro à l'époque où ils travaillaient ensemble pour les Delicatessen, La Cité des Enfants Perdus. Donc voilà, vous voyez que ça crée une ambiance, quoi. C'est vraiment des gens qui créent une ambiance. Ouais, monsieur. Tu veux ajouter quelque chose, Chapeau ? Non, j'ai fini. Je crois avoir expliqué à peu près le terme. C'était clair ? J'espère que c'est clair. En tout cas, pour moi, c'était très clair. Très bien. Donc, vous ferez un peu plus attention, s'il vous plaît, aux directeurs photo et peut-être choisirez-vous des films en fonction des directeurs photo. Pourquoi pas ? Ça se fait aussi. Oui. Pour les gens qui aiment bien les ambiances de certains directeurs photo. Ça peut aider à aller à choisir un film. Voilà, c'était notre premier
premier test pour cette nouvelle formule de multifocus. On vous promet de trouver un nom assez rapidement pour la formule. Pour cette nouvelle formule. On n'oublie pas on va essayer d'en faire quelques-unes avant la grosse émission de fin de mois où on va faire la critique de Shape of Water, donc la forme de l'eau de Guillermo del Toro. Et on reviendra sur d'autres films donc de notre ami Guigui. Je vous rappelle que nous avons notre page Facebook, que nous avons notre compte Twitter et notre compte Instagram où on essaye de poster des petits trucs quand même de temps en temps. On est bien évidemment sur iTunes et nous sommes depuis quelques jours, on est référencé aussi sur Deezer. Voilà, donc amis qui nous écoutez sur Deezer, nous vous saluons et nous vous souhaitons la bienvenue dans l'univers Multifocus. Voilà, n'hésitez pas à nous dire à nous faire des commentaires, à nous faire des mails aussi. Je vous rappelle l'adresse mail contact@multifocus.fr. Nous mettre des commentaires sur le site, les étoiles, s'il vous plaît, mettez-nous 5 étoiles sur iTunes pour qu'on remonte dans les sondages. Et voilà. Donc, merci de nous avoir écoutés. On vous fait de grosses bises. Merci chapeau. Mais de rien. Et à la prochaine émission. Bye bye. Ciao, ciao. See ya!